Dans ce cinquième volet des formations JavaScript, nous proposons d'aborder un thème particulièrement intéressant et important, à savoir être en mesure de manipuler et gérer les cookies. Vous savez, ces petites traces qu'on laisse sur la machine du client, c'est-à-dire de chaque internaute qui se connecte à un site, souvent à des fins commerciales pour pouvoir étudier bien les habitudes, proposer des publicités ou encore des produits associés. Mais nous allons voir que l'objectif des cookies, souvent, est d'améliorer la gestion applicative. Dans la formation précédente, nous proposions à l'utilisateur de personnaliser son environnement par un simple clic sur une des icônes de couleur et constations, grâce au traitement récursif des boucles que nous avions mis en œuvre, que l'ensemble des rubriques était effectivement impacté avec succès. Mais nous n'étions pas alors en mesure de conserver ces préférences, si bien que lorsque nous naviguions au travers du site ou encore que nous enfoncions la touche F5 du clavier, comme s'il s'agissait d'une nouvelle session, toutes ces couleurs étaient réinitialisées. Vous constatez que cette fois, il n'en est rien, ces couleurs, ces préférences sont restituées grâce aux cookies qui permettent de laisser cette trace sur l'ordinateur et de la récupérer au chargement pour la restituer, ce qui est donc très confortable. Nous en profiterons d'ailleurs pour mettre en pratique ces cookies à des fins très importantes, puisque désormais la législation impose la présence d'un bandeau avertissant les internautes de l'exploitation des cookies depuis leur site de manière à ce qu'elles ne se fassent pas à leur insu. Nous allons commencer par présenter justement ces fonctions qui sont essentielles pour nous. Sur le site bombache.fr, vous trouverez un lien qui vous permettra de télécharger un fichier compressé qui, une fois décompressé, conduira à l'ensemble de ces sources, dont la page d'accueil Gérer cookies, qui propose déjà la structure HTML que nous avions conçue lors de la formation précédente. Notez dans l'arborescence la présence d'un sous-dossier JS pour JavaScript, avec un petit fichier de script donc externe qui se nomme cookies. Nous allons l'éditer avec le Notepad. L'intérêt du JavaScript, comme certains autres langages, est qu'il s'agit d'un langage libre, ouvert. Donc les sources et les bouts de code foisonnent sur Internet, si bien qu'on peut s'en inspirer, voire même, parfois, carrément exploiter ce qui existe déjà. Nous allons partir de ce principe-là aujourd'hui. Dans ce fichier de script externe, nous avons deux fonctions. Notez d'ailleurs l'absence des balises script comme il est de coutume dans un fichier HTML, car nous sommes déjà dans un fichier à l'extension JS, soit un fichier JavaScript. Il y a donc une fonction créer cookie qui requiert trois paramètres. Le nom arbitraire que l'on souhaite attribuer au cookie pour conserver les valeurs, la valeur associée, en l'occurrence pour nous, dans un premier temps, la valeur à mémoriser sur l'ordinateur du client, et puis, important, la période de nombre de jours qu'on souhaite laisser cette trace présente sur l'ordinateur. Constatez d'ailleurs cette conversion, car les dates sur les ordinateurs sont gérées en millisecondes. Ces jours sont multipliés par les 24 heures d'une journée, les 60 minutes d'une heure, les 60 secondes d'une minute et les 1000 millisecondes d'une seconde. Si bien que nous obtenons effectivement la conversion à l'issue en nombre de jours. Et puis, il y a la fonction récupérer cookie qui, elle, ne demande que le nom du cookie à aller effectivement consulter pour pouvoir en extraire la valeur. Et puis, grâce à une imbrication de certaines fonctions de traitement des caractères, l'instruction return va nous permettre, en cas de succès, de retourner la valeur associée de ce cookie. Dans le cas contraire, comme vous le constatez, elle retournera le texte inconnu. Nous pourrions nous contenter d'un texte vide avec deux simples guillemets. Dernière petite remarque, constatez au passage que toutes les notions que nous avons apprises jusqu'alors sont exploitées dans ces deux petites fonctions, à savoir la déclaration de variables et leur affectation, mais aussi les boucles, comme la boucle for ou la boucle while, et même l'instruction conditionnelle if en JavaScript. Ce fichier de script est donc un code externe. Pour pouvoir exploiter ces fonctions, nous devons y faire référence. Et idéalement, nous faisons référence, nous déclarons l'utilisation de ces scripts externes, de ces ressources externes, comme nous l'avons fait pour la feuille de style, dans la section aide de notre page HTML, de manière à ce que ces ressources se chargent au tout début, car le chargement d'une page HTML est chronologique, c'est-à-dire que l'ordre de la structure est respecté.
Donc, nous nous plaçons dans la section Aide de notre page d'accueil Gérer cookies.html sous le link avant la balise fermante Aide par exemple, et nous ouvrons notre balise script. Comme toujours, nous allons définir son attribut type que nous fixons à text/javascript, sauf que cette fois, nous allons changer nos habitudes puisque nous allons exploiter son attribut src qui est une abréviation de source pour pouvoir pointer justement sur notre fichier qui se nomme, je vous le rappelle, cookies.js et qui se trouve dans le sous-dossier JS. Dans un site web, dans sa conception, on raisonne toujours en chemin relatif. On part de là où on est et puis on désigne le dossier / et ensuite on pointe sur le fichier cookies.js. Et bien sûr, on n'oublie pas de fermer la balise script. Constatez que cette fois-ci, contrairement aux autres formations, eh bien, nous ne mettons aucun code entre la balise ouvrante et fermante du script, puisque justement l'objectif ici est seulement de pouvoir pointer et charger les fonctions de ce fichier de script externe. Comme la référence est faite, lorsque la page HTML se chargera, eh bien les fonctions externes du script se chargeront en même temps, si bien qu'elles seront disponibles par simple appel, c'est-à-dire par leur nom. Et nous allons les exploiter ainsi. L'intérêt est fondamental d'exploiter des fichiers de script externes. Pourquoi? Eh bien, parce que de la même façon, avec une déclarative dans la section aide, n'importe quelle autre page du site peut exploiter ces fonctions sans devoir réécrire à chaque fois le code de chacune d'entre elles dans chacune des pages. Et si d'aventure une modification devait être apportée à l'une des fonctions, eh bien elle serait répercutée dans l'utilisation qui en est faite dans toutes les pages qui en font référence. Je vous rappelle le principe donc. Effectivement, sur notre page d'accueil, l'utilisateur, par le biais de la précédente formation, pouvait choisir une couleur de préférence en cliquant sur l'une de ces icônes. Mais nous constations que, eh bien, si nous poursuivions la navigation, que nous réactualisions la page par la touche F5 afin de simuler une nouvelle session, que ces préférences étaient perdues. En réalité, elles n'étaient surtout pas stockées. C'est ce que nous souhaitons pallier désormais grâce aux cookies. Dans notre code HTML, ceci se matérialisait par l'empilement des calques, les balises div, auxquelles nous avions associé les gestionnaires d'événements onClick pour pouvoir déclencher le code d'une fonction que nous avions créée, MEF pour mise en forme, et à laquelle nous passions la couleur cliquée. Cette fonction se trouve, souvenez-vous, tout en bas de notre page HTML, chronologiquement encore une fois, puisque pour pouvoir piloter des divs, eh bien, faut-il encore que ces divs aient été créés et qu'ils soient reconnus par la page. C'est la raison pour laquelle cette fonction se trouve en bas. Cette fonction, donc, par le jeu des boucles, permet de parcourir l'ensemble des rubriques afin de leur appliquer cette couleur passée en paramètre. Ce que nous souhaitons faire, nous, maintenant, eh bien, c'est de mémoriser cette valeur sur l'ordinateur grâce à la fonction créer cookie, qui, je vous le rappelle, est connue par notre page car nous l'avons bien déclarée dans la section aide. Donc, nous allons tout simplement appeler cette fonction par son nom et lui passer les paramètres qu'elle requiert après avoir ouvert la parenthèse. Le premier de ces paramètres est tout simplement le nom arbitraire que nous souhaitons attribué à notre fichier de cookies. Nous allons l'appeler, par exemple, pref couleur. Pref pour préférence et couleur, eh bien, ça va de soi pour la couleur à mémoriser. En deuxième paramètre, il faut passer la valeur que nous souhaitons associer et stocker. Eh bien, il s'agit tout simplement de la couleur cliquée par l'utilisateur sur ces petites icônes et qui est passée à la fonction. Et enfin, souvenez-vous, nous devons indiquer sur quelle période nous souhaitons conserver ces traces. Arbitrairement, nous allons définir une période de 15 jours. Nous n'oublions pas le point-virgule pour ponctuer cette instruction de code. Et puis, nous allons faire un petit essai en revenant sur notre page d'accueil de notre site web. Nous choisissons une couleur ou une autre et nous devrions constater que si nous faisons F5, cette couleur est conservée. Il n'en est rien, bien entendu, car ce que nous avons fait ici, c'est simplement de créer un cookie au clic sur cette icône de couleur. Il nous faudra par la suite être capable de lire ce cookie pour en récupérer la valeur et ensuite la restituer. Nous allons faire un petit point de contrôle à ce stade, car, comme vous le savez, chaque navigateur enregistre des
leurs traces dans des chemins assez compliqués qui leur sont propres. Pour Firefox par exemple, il s'agit tout simplement du user ou utilisateur, du nom de votre compte AppData, Roaming, Mozilla, Firefox, Profiles, voire même un sous-dossier supplémentaire dans lequel on va y trouver un petit fichier avec un nom très précis qui s'appelle Cookies SQLite. Et lorsque nous choisissons de l'éditer avec par exemple le Notepad, nous constatons qu'il y a beaucoup de caractères encodés qui sont tout simplement incompréhensibles et illisibles. Mais si nous faisons une petite recherche, par exemple, sur le nom que nous avons attribué à notre cookie, celui que nous enregistrons, nous constatons effectivement sa présence avec associé la couleur cliquée par l'internaute qui a été enregistrée. Nous avons donc la confirmation que cette valeur a bien été enregistrée sous forme de trace. Il s'agit donc désormais de pouvoir l'exploiter, et pour ce faire, je vous rappelle que nous avons une autre fonction qui s'appelle récupérer cookie, qui, comme son nom l'indique, en indiquant le nom du cookie auquel accéder, nous allons récupérer la valeur. C'est la raison pour laquelle nous retournons dans notre code. L'objectif cette fois-ci est de pouvoir déclencher ces instructions au chargement de la page, donc dans la section du script, mais en dehors de toute fonction, de manière à ce qu'il s'exécute à chaque fois. Le principe est donc de pouvoir récupérer la couleur enregistrée dans le cookie et de pouvoir ensuite la restituer sur l'interface. Donc nous allons pour ce faire déclarer une variable que nous appelons la couleur par exemple, donc déclaration de variable, et que nous affectons dans le même temps, pourquoi pas, à un texte vide de guillemets, point virgule, à ne pas oublier pour ponctuer notre syntaxe. Ensuite, il s'agit d'affecter cette variable, et cette affectation est très simple, nous allons l'affecter à la valeur que retourne la fonction récupérer cookie, dont nous allons récupérer le nom par copier-coller, afin de nous assurer de ne pas faire de faute d'orthographe. Et donc, le principe ici est de lui passer le nom du cookie à consulter. Et nous l'avons appelé, je vous le rappelle, prefcouleur. Logiquement, si le cookie existe et que la valeur a bien été trouvée, la variable la couleur devrait effectivement connaître cette couleur que nous devons ensuite exploiter. Nous allons donc faire un petit test avec, souvenez-vous, la fonction alerte qui permet d'afficher une boîte de dialogue à l'écran avec la donnée qu'on lui passe en paramètre. Qu'en est-il donc si nous enregistrons les modifications et que nous réactualisons notre page avec la touche F5 du clavier? Vous constatez effectivement que nous sommes bien en mesure de récupérer cette valeur. Ok, très bien. Si nous sommes en mesure de la récupérer, nous devons donc l'exploiter, si bien que nous allons passer en commentaire ce petit test temporaire à titre de vérification. Et bien maintenant que nous connaissons la couleur, nous allons juste nous assurer, puisqu'il se peut dans certains cas, que cette couleur n'existe pas, car le cookie a été effacé. Donc juste un petit test avec l'instruction conditionnelle if, qui consiste à vérifier que dans la variable la couleur, la donnée enregistrée n'est pas vide, différentes guillemets, souvenez-vous, point d'exclamation suivi du symbole égal, et en même temps, car en cas de problème, la fonction récupérer cookie retourne le texte inconnu, que la variable la couleur ne vaut pas le texte inconnu, donc que nous pouvons écrire là encore entre guillemets. Dans le cas où ces deux critères sont vérifiés, ou plutôt qu'ils ne le sont pas, c'est-à-dire que la variable la couleur n'est pas vide et qu'en même temps elle ne contient pas le texte inconnu, nous pouvons estimer qu'elle contient bien le code couleur qui a été cliqué par l'internaute et qui a été mémorisé sur l'ordinateur. De fait, nous pouvons donc lancer l'exécution de la fonction MEF que nous appelons par son nom et à laquelle nous passons donc la variable la couleur que nous avons donc réussi à récupérer par l'intermédiaire des cookies. Qu'en est-il désormais si nous revenons sur notre page web et que nous réactualisons notre interface, touche F5 du clavier, constatez cette fois-ci que le rouge a été restitué au chargement de la page. Tout à l'heure, nous avons créé un cookie qui enregistre la valeur, et cette fois-ci, nous avons récupéré la valeur de ce cookie. Si bien que désormais, si nous cliquons sur une autre icône de couleur, que nous poursuivons notre navigation et que nous revenons sur la page d'accueil, nous avons bien réussi
à restituer les préférences de l'utilisateur car nous les avons archivées sur sa propre machine. C'est tout l'intérêt des cookies car il serait absurde dans la conception d'un site web d'enregistrer toutes ces données en base de données pour plusieurs raisons. La première, c'est que tout internaute n'est pas forcément inscrit en base de données. Alors, à part attacher ces valeurs à son adresse IP, quoique aujourd'hui elles sont toutes dynamiques, eh bien, cet archivage serait très compliqué. De plus, eh bien, ce serait énormément, des milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de données supplémentaires à stocker, des ressources qui engorgeraient le serveur vraisemblablement, alors qu'il a autre chose à faire, alors qu'on peut laisser des millions de traces sur des millions de machines, et puis faire travailler la machine de chacun des internautes, de manière à exploiter ces données, et puis offrir une navigation, on va dire, adaptée, ou encore, eh bien, des choix commerciaux qui sont spécifiques et appropriés. Nous souhaitons désormais mettre en œuvre ces acquis pour ce fameux bandeau dont je vous parlais, qui consiste à avertir le visiteur que le site utilise les cookies. C'est la législation désormais qui l'impose. Donc il faut être bien dans les normes. Pour ce faire, nous allons nous placer dans un premier temps à la fin de notre code HTML, après le dernier div fermant, mais surtout avant le body, la balise du corps, la balise fermante. L'objectif, dans un premier temps, comme je vous le disais, est donc de pouvoir créer ce calque. Nous allons le faire tout de suite grâce, comme vous le savez, la balise div à laquelle nous allons associer l'attribut classe. Vous savez, l'attribut classe, c'est l'attribut qui va permettre de faire référence à un style qui est référencé dans la feuille de style, que nous allons nommer cookie. Il n'existe pas encore, il faudra le créer. Et c'est assez intéressant de voir l'incidence, justement, dans des contextes bien précis, de ces feuilles de style CSS, de ces styles CSS, et bien sur la mise en forme, mais aussi sur la mise en page. Nous allons lui attribuer un identifiant, comme il est de coutume, car je vous rappelle que nous souhaitons pouvoir piloter ce calque à l'issue par le code, et c'est seulement l'identifiant qui permet de le faire, puisqu'il faut le masquer. Si l'utilisateur accepte, nous allons l'appeler bandeau. Et puis, entre les bornes de ce div, donc nous prenons bien soin de fermer la balise div avant d'écrire à l'intérieur. Il nous faut un bouton, et là, nous pouvons utiliser la balise button, elle aussi, que nous avons déjà vu dans une autre formation où nous exploitions en même temps les zones de texte. Nous allons là aussi définir un attribut classe qui n'existe pas encore, et arbitrairement, nous allons appeler ce style bouton cookie, histoire de pouvoir le mettre en forme lui aussi. C'est un type particulier, souvenez-vous, si nous ne le définissons pas par défaut, il s'agira d'une zone de texte type button, car il s'agit d'un bouton à cliquer. Et là encore, un identifiant, on ne va pas se casser la tête, on va lui attribuer l'ID OK, entre les bornes de ce bouton, la valeur inscrite sur le bouton lui-même, et puis nous fermons notre balise button comme ceci. Il faut un texte qui permette d'avertir effectivement le visiteur que ce site utilise les cookies, c'est pourquoi nous l'inscrivons directement en dessous. Ce site utilise les cookies pour améliorer, par exemple, votre expérience navigation. Bon, conventionnellement, ce que l'on fait ensuite, comme sur tous les sites professionnels, c'est qu'on ajoute un petit lien en savoir plus qui redirige vers une page de mention légale, etc., etc. Ici, ce que nous souhaitons mettre en œuvre, c'est le principe. Si nous revenons sur notre page d'accueil et que nous réactualisons, a priori, nous ne le trouvons pas. Mais je vous rappelle que les éléments HTML se chargent chronologiquement, si bien que si nous défilons jusqu'en bas de la page, nous constatons sa présence complètement brute et déstructurée, alors que nous souhaitons que ce bandeau soit quand même mis en évidence directement sur la page d'accueil, tant qu'à faire en bas ou en haut, et ça, ce sont les styles CSS qui vont nous permettre de le faire. Or, ces classes n'existent pas. C'est la raison pour laquelle, après avoir effectivement créé ce calque conteneur avec ce bouton associé, nous nous rendons dans notre fichier MEF CSS, d'ailleurs je n'ai pas encore ouvert, dans l'arborescence, c'est-à-dire dans le dossier où vous aurez décompressé les sources, il y a un sous-dossier style dans lequel se trouve une feuille de style MEF CSS. Celle-là même que nous avons d'ailleurs exploitée pour les précédentes formations, avec notamment le style carré couleur pour ces petites icônes de couleurs cliquables. Nous allons créer nos styles qui sont
on va dire, assez riche, en commençant, souvenez-vous, par le tout premier, celui du calque. Alors, il ne faut pas se tromper dans le nom, parce que forcément il ne sera pas reconnu, et entre les bornes, c'est-à-dire entre les accolades, on va tout simplement énumérer les propriétés que nous souhaitons mettre en forme. Donc c'est bien le style cookie, je m'en assure, pour être certain qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise lorsque nous allons réactualiser la page. Le premier attribut que nous fixons est fondamental dans la mesure où il s'agit de l'attribut position que nous réglons à fixed. L'intérêt d'ailleurs, comme pour les backgrounds d'une page HTML, c'est que ce calque, en fait, va suivre le défilement de la page, le scroll. Il va toujours être à la même place, donc toujours visible. Ensuite, on va régler, et puis je vous fais les commentaires au fur et à mesure, car nous en profitons pour découvrir le CSS, qui est incontournable dans le développement des sites web, avec l'attribut ZIndex, que nous fixons arbitrairement à 130. C'est une très grande valeur. En fait, l'attribut ZIndex permet tout simplement de définir l'ordre d'empilement des éléments. Par défaut, eh bien, le ZIndex vaut un 2. Avec 130, on est sûr d'être au-dessus de tous les autres calques, donc au premier plan, de manière, encore une fois, à ce que notre bandeau soit visible dans tous les cas. Nous allons définir sa propriété right pour droite sur 0, celle qui nous intéresse avant toutes les autres, en plus de la propriété position, c'est la propriété bottom, que nous allons elle aussi définir sur 0px, px pour pixel d'ailleurs, tant qu'à faire, je vais faire de même pour la propriété right. En fixant bottom à 0, eh bien ça veut dire qu'on impose le calque de se placer tout en bas de la page. Sa propriété left, que nous allons régler elle aussi, pourquoi pas à 0px, c'est-à-dire que le calque en fait va se positionner tout en bas à gauche, et ensuite il faudra que sa largeur soit la largeur disponible sur la page web telle qu'elle lui est proposée. Nous allons ensuite régler quelques petits attributs, comme par exemple la hauteur du calque, donc c'est l'attribut height que nous fixons, car nous utilisons une police conventionnelle à 20 pixels. Ensuite, un petit padding, vous savez, il s'agit des retraits que l'on va appliquer à l'intérieur de ces calques, de manière à ce que le texte ne soit ni collé à gauche, ni au-dessus, ni en dessous, que l'on va mettre à 5 px, donc un petit décalage en hauteur et puis aussi sur les largeurs. Une couleur de fond, donc il s'agit de l'attribut background-color en CSS, là aussi donc que nous fixons une valeur que nous ne pouvons pas inventer, mais que nous avons testé avec un éditeur de couleurs, une représentation chromatique avec un logiciel comme Photoshop par exemple. Et puis ensuite nous allons pouvoir ajouter d'autres propriétés comme le overflow hidden qui permettra en cas de débordement de masquer les informations qui débordent. Ce ne sera pas le cas ici puisque le calque sera dans tous les cas suffisamment grand pour accueillir son contenu. Puis nous allons ensuite attribuer, et là c'est une petite propriété assez étonnante, un petit effet de transparence, et nous allons exploiter l'attribut background avec la fonction particulière, c'est à savoir, après une fois qu'on le sait, on réplique ces attributs par copier-coller, la fonction RGBA donc, à laquelle on va passer certains paramètres de couleur, mais surtout à la fin, un paramètre d'opacité, 0,7, c'est-à-dire 70% de transparence. La couleur du texte, bon, vous voyez, ici, ce sont des notions que l'on répète, que l'on réplique. On va définir ça sur du blanc. Normalement, c'est dièse 6F, mais la contraction fonctionne très bien puisque c'est une répétition toujours identique. L'alignement du texte avec l'attribut texte à ligne que nous allons caler sur la gauche avec la valeur left donc, et puis, tant qu'à faire, même si ici vraisemblablement ce n'est pas nécessaire, parce que cette police est déjà définie dans le body et donc répliquée sur l'ensemble des éléments contenus, la police, nous utilisons une police professionnelle Calibri, peu importe sa taille, car il faut que le texte soit quand même visible, que nous fixons à 13 px, soit 13 pixels, et enfin, par défaut, le fait que ce calque, dans tous les cas, doit être visible puisqu'il doit donner cette information au client, à l'internaute. Visibility, alors pas hidden, c'est l'inverse.
donc visible, puisque hidden signifierait donc caché. Alors j'ai un petit problème ici, vous voyez, avec l'attribut visibility qui n'est pas reconnu par mon éditeur. Il y a effectivement une petite faute. J'ai oublié un if, donc un éditeur tel que le Notepad est quand même très précieux, car il y a certaines choses qui passeraient sinon au travers. Une erreur est vite arrivée en programmation. Si nous retournons sur notre page et que nous faisons un petit F5, eh bien, vous constatez en effet que désormais, notre bandeau est bien présent, bottom 0, tout en bas de la page, qu'il est fixe. Regardez, si nous défilons, eh bien la page défile, mais le bandeau, lui, ne bouge pas. Et il y a cette fameuse transparence qui permet de voir à travers. En revanche, notre bouton, lui, pour l'instant, n'est absolument pas mis en forme, donc dans la foulée, eh bien, nous allons créer son style. Je vous rappelle que nous lui avions attribué le nom de classe bouton cookie qui n'existe pas encore, c'est pourquoi dans la foulée, précédé d'un point, comme la syntaxe l'impose en CSS, eh bien nous créons son style, bouton cookie, et là ma foi, les attributs sont quand même moins nombreux. Nous souhaitons un bouton dont la couleur d'arrière-plan soit le vert, donc c'est l'attribut background color, une couleur que nous avons testée avec l'éditeur, par exemple 95, suivi de la lettre B, du nombre 91 et de la lettre E. Puis, la couleur de texte, et là il faut une couleur en fait qui soit un petit peu à l'opposé de manière à ce qu'elle soit suffisamment visible. Nous allons là encore utiliser le blanc. Et puis, propriété très importante, nous allons en faire un élément HTML flottant, attribut float, de manière à le positionner sur la droite, float right, avec une certaine hauteur, là aussi de manière à ce que notre bouton soit visible, 8, que nous fixons à 20 pixels, avec une certaine largeur, propriété width, que nous fixons à 50 pixels. Nous pourrions ensuite, pourquoi pas, répliquer les attributs de police. Encore une fois, il me semble que nous l'avions déjà fait dans le body, mais nous ne prenons pas de risque. Ici, ce sont des essais, donc il n'y a pas de problème. Nous enregistrons les modifications et nous faisons un petit F5 pour constater, en effet, que désormais notre bandeau est parfaitement présentable, professionnel, et qu'il se suggère en bas de la page, fixé, comme vous le voyez, indépendamment du scroll. Petite remarque, ici j'ai utilisé le F5 pour réactualiser la page. Dans certains cas, il se peut, avec certains navigateurs, certains contextes, eh bien que la page soit rechargée, mais pas ses ressources externes, comme par exemple la feuille de style ou encore le fichier de script externe. Tout simplement parce que les navigateurs les gardent dans ce que l'on appelle le cache. C'est pour ça que dans ces conditions, eh bien, on fera préférentiellement le raccourci clavier CTRL F5 qui permet de vider le cache de manière à s'assurer que les ressources ont bien été rechargées en prenant en considération les modifications. Le but du jeu donc ici est que lorsque nous cliquons sur le bouton OK, eh bien que nous prenions en considération l'acceptation par le visiteur et donc que le bandeau se masque, mais que cette préférence soit conservée, c'est-à-dire que eh bien, il y a une trace sur l'ordinateur qui permette d'indiquer à la page web que eh bien, il ne sert à rien d'importuner le visiteur pendant une période à définir, arbitraire, et donc de ne pas rafficher le bandeau par exemple sur 15 jours. C'est la raison pour laquelle la première chose que nous allons faire, eh bien, c'est gérer cet événement, l'intercepter au clic sur le bouton dont l'identifiant est OK, je vous le rappelle. Nous pourrions faire appel à une fonction, mais comme le code est relativement simple, nous allons l'encapsuler comme nous l'avions fait d'ailleurs dans une autre formation JavaScript, directement dans l'attribut onClick. OnClick égale, et entre double cotes, ici nous annonçons la couleur, c'est un code JavaScript. Première chose à faire, nous devons masquer le calque conteneur, ce qui aura pour effet de masquer tout ce qu'il contient, donc le bouton et le texte. Je vous rappelle que nous exploitons l'objet JavaScript document avec sa méthode getElementById. ElementById qui permet littéralement de récupérer ou de pointer sur un élément HTML par son identifiant. À l'intérieur, pour le désigner, simple cote, car je vous rappelle que nous sommes déjà entre des doubles cotes. Il s'appelle bandeau. Puisque nous l'avons appelé, vous voyez, quand nous le mettons en surbrillance, effectivement la couleur est rappelée, nous ne sommes pas trompés dans le nom
l'identifiant de ce calque, ça veut dire que nous sommes bien en train de le désigner. Ensuite, il s'agit d'utiliser les propriétés dérivées en commençant par la propriété style et la propriété dérivée visibility. Alors, je vais essayer de ne pas me tromper comme tout à l'heure, voilà, dans l'orthographe. C'est des propriétés que nous avons déjà exploitées à maintes reprises dans les précédentes formations, que nous allons fixer à hidden pour tout simplement masquer ce calque conteneur. Mais ce n'est pas tout, car en l'état, si nous exécutons le code, il y a fort à parier effectivement que ce petit bout de code fonctionne, et vous le constatez, le bandeau disparaît avec tout ce qu'il contient. Bon, bien entendu, si on réactualise la page, il réapparaît. C'est justement le souci que nous souhaitons pallier ici. Donc la première chose à faire dans la foulée, surtout ne pas s'arrêter là, c'est de laisser une trace sur l'ordinateur qui confirme que le client a accepté les conditions, et donc on ne va pas sans cesse lui répéter cette information. Donc, comme tout à l'heure, on exploite notre fonction créer cookie, à laquelle on va passer un nouveau nom de cookie, sinon on va écraser l'ancienne valeur. On va l'appeler par exemple valeur cookie. Bon, c'est un nom arbitraire qui n'est pas forcément très judicieux et pertinent, mais bon, il a le mérite d'exister, et puis c'est sous ce nom-là, effectivement, qu'on exploitera le cookie de manière à récupérer la valeur. En deuxième paramètre, nous devons lui passer la valeur associée. Oui, c'est tout bête, mais c'est pour indiquer que l'utilisateur a effectivement cliqué sur le bouton et que oui, il a accepté les conditions. On va laisser, troisième paramètre, cette trace sur la machine du client pendant 15 jours. Je vous rappelle qu'il s'agit effectivement d'indiquer cette valeur entre double cote, plus précisément simple cote ici, puisque nous sommes déjà dans l'attribut onClick. Donc, si nous exécutons, après avoir enregistré notre code HTML de notre page d'accueil, il n'y aura pas de grand changement, dans la mesure où effectivement, nous constatons en effet que nous avons été en mesure de masquer ce bandeau, mais si nous réactualisons la page par la touche F5, il réapparaît, car fort logiquement, à ce stade, nous n'avons fait que créer le cookie. Logiquement, là encore, cela signifie que désormais, la trace existe sur l'ordinateur. Donc la première chose à faire consiste au chargement de la page, donc en dehors de toute borne de procédure, à interroger ce cookie s'il existe, en récupérer la valeur. Si elle vaut oui, on saura qu'il ne faut pas réafficher ce bandeau de manière à pas importuner le client. C'est la raison pour laquelle, au tout début de la balise de script, et bien sûr en dehors de la fonction, nous allons commencer par une instruction if qui consiste, en même temps que nous récupérons la valeur du cookie que nous lisons, à tester si cette valeur vaut bien oui. Je vous rappelle que le nom de la fonction pour lire un cookie dans notre script externe se nomme récupérer cookie, à laquelle nous allons passer le nom du cookie. Alors pour être sûr de ne pas se tromper, on va récupérer le nom que nous avons attribué à l'enregistrement. Et l'objectif, donc, puisque vous savez que le mot-clé return va retourner la valeur du traitement, nous allons pouvoir vérifier l'égalité, double égale dans une instruction conditionnelle if, comme nous l'avons démontré lors de la formation qui était justement spécifique. Si effectivement la valeur récupérée dans le fichier qui se nomme valeur cookies vaut bien oui, nous savons que récemment l'internaute a cliqué sur le bouton guise d'acceptation, auquel cas nous ne souhaitons donc pas réafficher notre calque, et c'est la raison pour laquelle, plutôt que de m'embêter ici, je vais tout simplement récupérer le code existant plutôt que de tout refaire par copier-coller. Même si les doubles cotes fonctionnent ici dans le code JavaScript, comme là je ne suis pas déjà placé dans des doubles cotes, je vais les remplacer directement, comme il est plus conventionnel, par des doubles cotes. Donc, si la valeur récupérée est oui, à ce moment-là, nous accédons au calque dont l'identifiant est bandeau, pour régler sa propriété visibility à hidden, de manière à ne pas réafficher ce calque. Sachez, petite remarque, que si le cookie n'existe pas, la fonction va renvoyer une valeur qui sera autre que oui, et donc dans tous les cas restants, else, ça veut dire que le test a échoué, donc que vraisemblablement l'internaute n'a pas validé, ou bien que ça fait longtemps qu'il n'est pas revenu sur le site, si bien qu'il est nécessaire tout de même de lui rappeler que le site exploite les cookies. Voilà, c'est la législation, c'est la règle.
Nous allons voir ce qu'il en est, puisque logiquement, ce code, chronologiquement, comme il est au début du script, eh bien, va se déclencher en même temps que la page s'exécuter, et si les valeurs ont correctement été sauvegardées, eh bien, il ne devrait plus réapparaître, et vous voyez que c'est le cas. Nous avions bien créé le cookie qui permettait d'enregistrer cette trace sur l'ordinateur, et cette fois-ci, nous les avons exploités à des fins vraiment très utiles, puisque désormais, le bandeau, pendant 15 jours, ne réapparaîtra plus. Voilà donc pour l'explication et l'exploitation des cookies, et Dieu sait que les domaines d'application sont nombreux, archiver des données et pouvoir les exploiter à chaque connexion des millions de fois chez des millions d'internautes. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombage.fr. Je vous remercie.